Cette vidéo est une interview où je vous partage ma méthode pour pouvoir interpréter n'importe quel sujet à l'aquarelle, mes conseils si vous pensez que vous ne savez pas dessiner, et mes conseils également si vous débutez à l'aquarelle. J'y raconte également mon histoire et mon parcours artistique, et je trouve hyper intéressant de voir à quel point l'aquarelle peut être le miroir de la vie. Et je remercie Aude de la chaîne YouTube Tout Dessiné pour avoir mené cette interview. Elle est venue à mon exposition du Carrousel du Louvre et on s'est mis d'accord pour faire cette interview qui dure à peu près 1 heure. Les discussions tournent surtout autour de la philosophie, de la psychologie et de l'état d'esprit qui se cache derrière l'aquarelle. Installez-vous confortablement et place à l'interview. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire profiter au maximum de personnes qui me suivent, ton talent, ta vision, ton parcours. Euh, et si tu as deux, trois conseils à leur donner, moi je suis ciblée débutant ou personnes euh, qui disent très souvent, et je pense que tu l'entends aussi, je vais jamais y arriver, l'aquarelle c'est trop dur, je suis pas capable, j'y arrive pas, quel matériel je dois acheter. Hein, on dirait que ça te parle. Ouais, carrément. Du coup, on procède comment? Tu me poses des questions, je réponds et on enchaîne comme ça? Eh ben écoute, moi j'ai envie de commencer par ton parcours parce Mon parcours. que je trouve que tu as un parcours super riche et atypique. Donc, Ok. comment t'es venu à l'aquarelle? Vas-y, raconte ta vie. Alors, j'ai plutôt un parcours ingénieur, dans la mesure où j'ai fait des études scientifiques. Alors à l'époque, ça s'appelait Bac S. Ensuite, j'ai fait prépa scientifique, et j'ai intégré une école d'ingénieur. Et à la sortie de l'école d'ingénieur, j'ai fait le parcours classique en sortant de prépa. C'était une grosse boîte. Donc à l'époque, c'était Schneider Electric, plus de 100 000 salariés. Ce qui fait que je me souviens encore de la carte que j'avais lorsque j'étais arrivé. Il y avait un numéro dessus. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a démarré tout le truc, parce que je me souviens, au bout de quelques années, j'étais en vacances à la plage et puis je me posais la question, je disais, mais c'est quoi le but en fait de tout ça? Et Est-ce qu'on pourrait dire que tu te disais, mais qu'est-ce que je fais là? ouais, qu'est-ce que je fais sur Terre? Ouais. Ouais. Et la pensée qui sous-tendait tout ça, c'était, j'ai l'impression que tout ce que je fais, il n'y a rien de spécial dedans. Il n'y a rien de spécial, je me déplace, je vais voir des clients de Schneider Electric, je leur mets en place une solution, ils acceptent le devis ou pas, je fais des présentations, mais j'avais l'impression que tout ce que je faisais, il y avait rien qui venait de moi. Ce qui fait que je me suis retrouvé en quête de sens et, et en même temps avec cette culpabilité de me dire, attends, t'es ingénieur, t'as trouvé un boulot en sortie d'école. T'as un appartement que tu loues, t'as pas spécialement de problème d'argent, ta famille va bien, t'as des amis, enfin, de quoi tu te plains en fait? Et est-ce que même t'as le droit de te plaindre? Parce que t'as tout pour vivre une vie qui est correcte, convenable, et il y a plein de gens qui adoreraient être à ta place. Donc j'avais cette culpabilité et en même temps cette quête de sens qui créait un conflit interne. Et je me sentais à la fois pas à ma place et en même temps coincé. Donc c'était assez paradoxal, je trouvais comme sensation. Et je Est-ce pense qu'on que peut dire qu'il te manquait quelque chose? ouais, 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 carrément. Il me manquait quelque chose. Et à l'époque, je savais pas quoi. Et je pense que c'est avec cet état d'esprit que je suis arrivé à l'aquarelle. Parce qu'un jour, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un artiste, il me semble qu'il est taïwanais ou thaïlandais, qui s'appelle Direct King Nok. Mhm. Et il peint une sorte de pagode sur l'eau avec les reflets, avec le petit ponton, la maison, le toit. Et il y avait une lumière. Et je savais même pas que c'était de l'aquarelle. Et quand j'ai vu ce qu'il arrivait à faire en quelques coups de pinceau, là, ça m'a fasciné. Et je me souviens, on était en 2013. Ça m'a fasciné et j'ai voulu m'y mettre et en savoir un petit peu plus de ce côté-là. Ce qui fait que pendant 2 ans, j'étais salarié tout le temps, mais je me suis mis un peu à la peinture comme ça, à l'aquarelle, parce qu'il y a eu cette vidéo que j'ai trouvée magique.
où la personne pouvait créer quelque chose de ses mains. Et à l'époque, je ne voyais pas le lien avec toutes ces questions existentielles que je pouvais me poser. Mm. Ça, c'est vraiment de manière rétrospective, je vois maintenant le sens qu'il y avait derrière cette quête de l'expression de soi. Et un des médiums, c'était l'aquarelle. Et j'avais pas fait d'école de beaux-arts. Je suis autodidacte. J'avais fait un Oui. cours de dessin une fois où il m'avait appris le mélange des couleurs, mais ça s'arrêtait là. Donc pas vraiment de, j'avais pas vraiment de formation ou de parcours artistique. Au contraire, je me voyais plutôt comme un ingénieur et surtout pas comme un artiste. Donc voilà, j'en suis arrivé à découvrir l'aquarelle en 2013 et pendant 2 ans, ça a été une vraie galère où j'ai cherché des tutos, j'ai cherché des solutions partout sur Internet sans jamais pouvoir me retrouver et sans voir également que je reproduisais le même schéma que quand j'étais salarié, qui était de suivre des consignes et de chercher des solutions à l'extérieur sans m'exprimer moi. Ce qui faisait que tout ce que je faisais, j'avais l'impression que ça venait pas vraiment de moi. Et Est-ce que donc, tu le voyais dans tes aquarelles, que ça venait pas vraiment de toi, ou est-ce que tu te satisfaisais de ce que tu faisais? je me satisfaisais de ce que je faisais parce que j'étais dans une phase, et je pense que ça, c'est important aussi de voir pourquoi on crée. Et à l'époque, je créais parce que je voulais faire comme Direct King Knock. Je voulais comprendre la technique. Je voulais apprendre la technique et progresser sur la partie technique. Et ça, c'était le pourquoi qui se cachait derrière tous mes essais. Et du coup, je m'en moquais de recopier les artistes, je m'en moquais de chercher des tutos. L'objectif, c'était d'apprendre et de comprendre et de progresser techniquement. Donc, je me satisfaisais, entre guillemets, en fait, je me satisfaisais de l'apprentissage. Je ne me satisfaisais pas des aquarelles. Parce que tant que j'arrivais pas à réaliser des aquarelles dans le lâcher prise, avec simplicité, avec spontanéité et légèreté, tant que j'arrivais pas à reproduire cette magie que j'avais ressentie, Hmm. pour moi, l'objectif n'était pas atteint. Et D'accord. c'est pas grave parce que je savais que j'étais dans cette phase d'apprentissage. Et au bout de 2 ans, j'en suis arrivé à faire une aquarelle qui est une scène avec des arbres sur une route au crépuscule. Et j'ai vu la fusion des pigments. Je vois encore, et c'était il y a quasiment 10 ans maintenant, je vois encore la fusion des pigments se dérouler devant mes yeux. C'était du jaune Winsor avec du bleu de céruléum. Et il y avait ce mélange au crépuscule du bleu qui fuse dans le jaune qui arrive un petit peu plus à l'horizon. Et là, je me suis dit, waouh, il se passe un truc. Et l'aquarelle, à la fin, je la trouve magnifique. Alors, on peut dire qu'elle est terne, elle a plein de défauts, mais à mes yeux, elle est magnifique. Et du coup, elle est Est-ce que enregistrée chez moi. est-ce que tu n'avais pas eu le déclic où enfin tu arrivais à faire comme Eh la ben première justement, vidéo? justement, j'ai cru avoir eu le déclic. Et là, pour la première fois, j'ai mis l'aquarelle un petit peu plus loin, j'ai vu l'aquarelle de loin. Et là, je me suis dit, mais tu vois ça, il n'y a que toi qui a su le faire dans ce monde. Parmi tous ces milliards d'êtres humains, il n'y a que toi qui a réussi à faire ça. Et là, je me suis senti tellement fier à ce moment-là. Mais ça a été un épiphénomène parce que par la suite, j'ai essayé de reproduire ça, j'ai essayé de retrouver cette sensation. Mais, et je pense que c'est dans les états d'apprentissage, tu as un état où t'es inconscient que tu es incompétent. Ensuite, tu deviens conscient que tu es incompétent. Et quand j'ai pris conscience que j'étais incompétent, c'était après cet épiphénomène où j'ai vu que je pouvais le faire. Donc là, c'était un peu la chance du débutant, même si ça faisait 2 ans que je pratiquais. Mais après, quand j'ai essayé de le reproduire, j'ai jamais réussi à reproduire ça. Et là, j'ai pris conscience que j'avais un chemin qui restait à parcourir qui était énorme. Et les 2 premières années, c'était juste pour voir que j'avais été inconsciemment incompétent. Et après, je suis devenu conscient que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc, pour moi, j'avais franchi une étape, mais elle était loin d'être terminée. Et j'ai continué en tant que salarié comme ça. Ensuite, ma fille est née en 2016. Ma fille aînée est née.
Petit jeu de mots, quoi. Faut pas déconner non plus. Ah Et en bah, fait, attends, ouais. faut rester soi-même, hein. Voilà, c'est ça. Et donc en 2016, j'ai commencé à ne plus peindre. Je peignais 2 à 3 aquarelles par semaine pendant que je bossais, jusqu'en 2016, où là, ma fille, elle est née et j'ai arrêté de peindre. Pour moi, c'était l'excuse de non, mais de toute façon, j'ai plus le temps, ce qui était vrai aussi, hein. Mais avec le recul, Ouais. ce qui expliquait vraiment ma procrastination pendant quasiment 4 ans, c'était surtout que j'avais peur et que comme j'avais réussi une aquarelle, cette fameuse aquarelle des arbres avec la route humide, j'avais peur de redescendre en dessous. D'accord. Depuis ce jour-là, il y a cette peur qui s'est installée où je me disais, bah maintenant, faut que, voilà, le standard est fixé là, tu peux plus redescendre en dessous. Maintenant, il faut que tu fasses toujours mieux, Mieux. voire, ouais, voilà, aussi bien, voire mieux. Et, et je pense que ça a été le plantage de la graine de la graine de la procrastination, parce que à chaque fois que je voulais m'y mettre, et je voulais m'y mettre parce que au travail, c'était la même chose. Oui, on me proposait des évolutions de poste, etc., mais j'avais toujours l'impression de reproduire le parcours de quelqu'un d'autre. Et je sentais que l'aquarelle, ça me procurait beaucoup de plaisir, mais je m'y mettais pas parce que je pense que derrière, il y avait de la peur et je me cachais derrière le fait de ne pas avoir le temps, vu qu'il fallait que je m'occupe de ma fille. D'accord. Quand tu dis que l'aquarelle, ça te provoquait beaucoup de plaisir, mais en même temps, tu avais peur. Ok, on a vu que c'était parce que tu t'étais mis un standard, tu t'étais mis la pression, en fait. Comment tu as réussi à switcher euh, et arrêter de... Parce qu'on se cache tous derrière des belles excuses en disant, non, mais là, j'ai pas le temps. Nous, les femmes, ça va être leur passage, le dîner, on a plein de super excuses. Comment toi, tu as réussi à switcher? Il y a un jour où l'aquarelle t'a manqué ou ça a été un travail de questionnement intérieur? Ouais, alors il y a eu un peu des deux. La première chose, c'est que je ne comprenais pas que entre 2013 et 2015-2016, j'arrivais à peindre 2 à 3 aquarelles par semaine. Et à partir de 2016, ça a été le blackout. Alors que, après, il y avait aussi des moments de lucidité où j'étais honnête avec moi-même. Et je me voyais, j'allais sur YouTube, je regardais des films, je regardais des séries. En fait, j'occupais mon temps, je remplissais mon temps. Donc je voyais bien que j'avais quand même des créneaux où je pouvais être libre. Mais au lieu de me mettre sur mon atelier, je faisais autre chose. Donc si j'étais honnête avec moi-même, dans ces moments-là, je voyais bien que j'avais du temps. Donc l'excuse de j'ai pas le temps, je savais que je me voilais la face. Donc il y avait cette conscience de, mais regarde, avant, tu as réussi à le faire. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Comment ça se fait? Donc il y avait ça qui me faisait un peu bugger au quotidien. Et ça me culpabilisait d'ailleurs. Et ensuite, il s'est passé quelque chose un peu avant le confinement. C'est que je me suis séparé de la mère de mes filles. Et en l'été 2019, et je me suis retrouvé à être livré à moi-même une semaine sur deux, en gros. On avait la garde partagée. Et étant ensuite arrivé le confinement, donc je me suis retrouvé une semaine sur deux chez moi, à ne plus prendre le RER, à ne plus être fatigué par les Mm. transports en commun. Ce qui fait que j'avais à nouveau ce temps. Et là, je pouvais plus me dire, bah, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Et j'avais aussi cet espace mental qui s'était libéré. Cet espace mental où une semaine sur deux, ben, maintenant, occupe-toi de toi. Occupe ton temps, occupe-toi de toi. Et non pas forcément du boulot ou de tes enfants ou de n'importe qui d'autre. Et à ce Est-ce moment-là, ben, qu'on oui, est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, l'aquarelle, quelque part, t'a permis de rester en bonne santé mentale et physique parce que ça t'a permis de t'épanouir, toi, en tant qu'homme? hmm, ouais, ben, en fait, ça m'a permis de voir autre chose déjà à l'époque, de voir qu'il y avait une magie qui existait que j'avais jamais vraiment réussi à toucher du doigt dans ma vie, où là je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Donc
ça m'a ouvert des portes il y a 10 ans de ça. Ensuite, ça m'a permis de sentir que je pouvais créer quelque chose d'unique après 2 ans de galère. Et là, lors du confinement, ça m'a permis de me retrouver, ouais, de me retrouver et de me retrouver dans cet espace de plénitude où il n'y a plus de jugement finalement. Il n'y a plus de qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que, dans quoi tu es bon. Et à l'époque, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était ikigai, qu'est-ce que les gens seraient prêts dans quoi les gens seraient prêts à vous payer, dans quoi vous êtes bon et qu'est-ce que vous aimez faire. En fait, ce croisement de ces trois centres-là, j'y ai réfléchi longtemps, longtemps, sans jamais trouver. Et, et donc, je pense que l'aquarelle, inconsciemment, je me suis orienté vers ça. En mars 2020, confinement, j'ai créé ma chaîne YouTube. Où l'objectif au début était de vendre mes aquarelles, donc j'ai commencé à poster des vidéos. Et par la suite, j'ai eu de plus en plus de retours, déjà de francophones, personnes francophones, alors que mes vidéos étaient en anglais, sur comment tu fais ça? Comment tu fais ça? C'est super beau, comment tu fais ça? Et c'est là que j'ai commencé à l'enseigner. Alors qu'il y avait des gens qui me disaient déjà, quand je montrais mes aquarelles, ah, mais ça te dirait pas de l'enseigner et tout. Je disais, bah non, non, non. Je voyais tous les freins qui faisaient ça parce que je le voyais sous le prisme de ce qui se faisait à l'époque. C'était, bah, faut que tu donnes des cours dans ta ville, faut que tu crées un atelier, faut que tu contactes la mairie, faut ci, faut ça, faut un local, il faut te dégager ce temps-là. Ah bah non, je peux pas, je bosse, etc. Sans voir qu'en fait, il y a plein d'autres solutions qui existaient, notamment YouTube. Et quand j'ai vu que ça commençait à prendre, ben, là, c'est une autre graine. C'est pas la graine de la procrastination qui a germé, c'est la graine de... comment on peut dire ça? De la libération, La liberté. un peu de la liberté, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Où je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas le monétiser? Et là, en fait, tous ces trucs d'ikigai sur lesquels je m'étais pris la tête pendant quasiment 10 ans, enfin, toutes mes années de salariat, bah, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'aquarelle et enfin, il pouvait y avoir une alliance entre les deux. Et c'est là que j'ai lancé ma première formation en ligne en été 2020 et que j'ai fait mes premiers pas sur Internet en tant qu'entrepreneur. Et là, je me suis dit, je crois qu'une autre vie est possible. Quand j'ai vu l'engouement que ça avait, euh, ouais, je me souviens avoir pleuré même après, en me disant, je crois qu'une autre vie est possible. Et je pense que surtout là, ce ce qui m'a fait pleurer, c'était, et je crois que ma place est là. Donc ça a été un vrai, ouais, ça a été Est-ce une qu'on peut révélation. dire que c'est assez émouvant ce que tu dis, parce qu'on sent que tu le vis en même temps. Est-ce qu'on peut dire que dans ton parcours professionnel, ingénieur, chef de projet, t'as permis d'aller découvrir ta passion, l'aquarelle, et que une fois que tu avais découvert ta passion, tu as réussi à trouver un équilibre entre l'intellect et la créativité pour pouvoir t'épanouir pleinement et être unique et avoir cette mission de vie qu'on cherche un peu tous. Euh, il y en a, ils vont s'épanouir dans le boulot, et puis il y en a qui vont faire un boulot qui leur plaît pas et qui, Mm. par exemple, vont dessiner, et toi, on sent que ça t'a apporté une révélation et tu as décidé d'assumer le fait que bah, tu étais libre. La dernière fois qu'on s'était vu, tu m'avais dit, oh, les contraintes horaires, les contraintes, pas trop. Non, pas trop, non. Non, bah parce que ouais, pendant 15 ans, j'ai vécu sous la contrainte de prendre le RER. Alors après, il y avait un peu le télétravail, mais c'était pas vraiment la politique de l'entreprise dans laquelle j'étais à l'époque, qui n'était plus Schneider d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, 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 ça m'a clairement aidé. Et ça m'a aidé d'un point de vue intellectuel, mais ça m'a aussi aidé à tous les niveaux. Je pense que j'ai, j'ai une aversion au risque qui est énorme.
Ce qui fait que pour moi, entrepreneur, oui, ça me faisait un peu rêver parce que je voyais les gens qui avaient leurs propres horaires, qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et en même temps, ça me faisait terriblement peur parce que je supporte pas ne pas être en sécurité. Et avec, après réflexion, je me dis que ça ne pouvait pas se passer autrement. Parce que si je m'étais mis tout de suite à l'aquarelle, juste à la sortie de mon école d'ingénieur, juste après mes études, j'aurais une pression financière si importante que ça m'aurait écarté du plaisir que je pouvais prendre à entreprendre. Ce qui fait que, oui, mon parcours d'ingénieur me permet d'avoir ce côté rationnel, ce côté logique qui est nécessaire à l'aquarelle. On pourrait croire que l'aquarelle, c'est côté créatif, artistique, c'est vrai, mais il y a l'autre face de la même pièce qui est le côté méthodique, le côté où j'anticipe, où... Et tu vois, j'ai fait de la gestion de projet informatique et en gestion de projet, il y a un terme qui revient régulièrement qui est les risques. Quels sont les risques de ce projet et comment on mitige ces risques? Et ce que j'enseigne à l'aquarelle, c'est comment identifier les risques que vous voyez lorsque vous allez peindre et comment vous allez pouvoir mitiger ces risques-là. Donc toute mon expérience professionnelle du passé et même mes études scolaires, elles me servent aujourd'hui pour être le formateur que je suis à l'aquarelle. Et c'est ça qui fait aussi ma patte unique. Parce que pendant assez longtemps, j'ai toujours renié ce côté ingénieur en moi, ou soit renié ce côté artiste, soit renié ce côté ingénieur. Quand j'étais un pur ingénieur, je faisais mon boulot et je me disais, bah non, mais de toute façon, il n'y a pas de place à la créativité. Et de toute façon, quand tu avais un projet créatif et que tu le soumettais à tes supérieurs, 9 fois sur 10, ils te disaient que non, soit il n'y avait pas le budget, soit ça n'avait aucun sens, etc. Donc, ok, bah du coup, mets-le de côté ton côté artistique et créatif. Et quand je me suis mis à l'aquarelle, je me suis dit, bah ouais, mais moi, j'ai pas fait les beaux-arts. Ouais, mais moi, je sais pas spécialement bien dessiner. Et puis moi, je suis pas non plus un prof d'aquarelle. Et du coup, je reniais ce côté artiste, je refusais de voir tout ce qu'il pouvait m'apporter, alors que à l'aquarelle, ce que j'enseigne, c'est embrasser à la fois le côté méthodique et le côté spontané. Embrasser à la fois les aquarelles abstraites et les aquarelles concrètes. De la même manière que toutes ces années, j'ai appris petit à petit et j'apprends toujours à embrasser le côté créatif artistique et le côté ingénieur méthodique. Et c'est l'alliance des deux qui fait aujourd'hui que mon approche, elle est unique. Et les élèves me le disent. Ce que tu proposes, je l'ai vu nulle part. Qu'est-ce que Donc, tu proposes exactement aujourd'hui? Puisque là, tu parles d'une alliance. En fait, tu allies le mindset où il y a tout le côté préparation, observation, avec la réalisation où là, il y a la détente dans le geste, la fusion des couleurs, hein, et c'est cette alliance des deux. Mais qu'est-ce que tu proposes exactement aujourd'hui? bah, ce que, en tout cas, alors, ce que je propose de manière très concrète, c'est dans l'accompagnement que je propose, c'est je prends les photos des élèves. En gros, moi, ce que j'ai identifié comme étant vraiment une demande forte de la part des personnes qui me suivent, c'est je souhaite pouvoir réaliser des aquarelles à l'effet waouh qui viennent vraiment de moi. Mes propres aquarelles, une expression de moi. Et c'est intéressant de voir ça parce que ça a été le combat de ma vie. Comme 15 ans de salariat pour essayer de m'exprimer moi à travers soit l'entrepreneuriat ou à travers l'aquarelle. Et pour le faire, rien de mieux que de partir de l'univers des élèves. Donc je prends leurs propres photos et je dis aux élèves, bah maintenant, essayez de l'interpréter avec une méthode que j'ai mise au point, Mhm. que j'utilise dans toutes mes aquarelles. C'est une méthode en 3 étapes. Le but, c'est de savoir bien observer le sujet. Ensuite, c'est d'apporter suffisamment de profondeur à ce sujet-là, parce que l'aquarelle, on transcrit quand même un univers en 3 dimensions sur un papier en 2 dimensions. Donc apporter de la profondeur, c'est important. Et ensuite, comment trouver un bon équilibre? Comment trouver une belle harmonie de couleurs?
comment éviter d'avoir des zones dans l'aquarelle qui soient complètement délaissées ou qui soient un petit peu vides ou qui fassent un peu bizarre. Et donc, c'est ces trois étapes-là, et c'est ce que j'appelle rendre une aquarelle OP, observation, profondeur, équilibre, qui permet ensuite de planifier, on en revient à la gestion de projet, de planifier une aquarelle, mais à la base de ça, c'est l'émotion que tu ressens lorsque tu observes le sujet. C'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire, et c'est pour ça que là, tu as une alliance entre l'émotion et le côté rationnel. Et les deux ensemble, bah, pour moi, c'est ça qui permet de créer quelque chose qui vient vraiment de soi. Est-ce que ça veut dire, quand tu dis l'émotion que provoque l'aquarelle, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas peindre une aquarelle si on n'aime pas si le sujet qu'on regarde ne nous provoque rien, même dans la phase d'apprentissage? Bah, ouais, pour moi, c'est important quand même de ressentir de l'enthousiasme à créer parce que. Et là, pour le coup, ce qui serait intéressant d'observer, c'est. Alors, déjà, pourquoi ce sujet ne provoque rien chez moi? Et une autre question que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça provoque quelque chose? Et D'accord. typiquement, là, hier, j'ai eu un live avec les élèves où ils m'ont parlé de. Ouais, mais comment tu sais que c'est le point focal, c'est ça? Comment tu sais que là, il faut prendre telle couleur, telle couleur, telle couleur? Et, euh, et je leur dis, bah, tout part de l'intention. Et votre intention, c'est peut-être, bah, je veux raconter une histoire d'une balade euh, dans Paris en plein hiver, par un temps sec. Et donc là, t'as de la buée, t'as tout ça. Et t'as les gens qui ont des gros manteaux. Et du coup, tu peux partir de ça. Mais à partir du moment où cette histoire, elle te donne envie de la raconter, à ce moment-là, tu seras beaucoup plus enclin à prendre tes pinceaux et à te mettre à ton atelier que, que si tu disais, bon, bah maintenant, je vais faire un exercice de manière très neutre et de manière très mécanique. Je vais faire l'exercice parce qu'il faut faire l'exercice. Non, c'est plutôt de quoi j'ai envie et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que j'en ai vraiment envie. Et ça peut être des Alors, défis. Et pour moi, les défis, c'est un super moyen. La dernière fois, j'ai fait un défi, peindre quelque chose comme 52 aquarelles en 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et, euh, et le matin, je me réveillais, mais j'avais la banane et la patate parce que je savais que, ouah, il y a le défi. Alors, vivre tout le temps avec le défi, moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, mais de temps en temps, ton intention, c'est toi qui peux la créer. C'est toi qui peux te dire, bah, ça serait quoi le jeu aujourd'hui? Ça serait quoi le challenge, le défi? Et ça, c'est. Et même, tu peux te poser cette question-là dans ta vie au quotidien. Tiens, comment je pourrais ramener plus de jeux dans mon travail? Comment je pourrais, comment je pourrais faire pour que ça me motive encore plus? Quelles compétences j'aimerais développer? Quelles techniques de peinture j'aimerais développer aujourd'hui? Et là, du coup, tu es acteur du truc. C'est toi qui choisis les sujets qui vont développer cette compétence. Par exemple, la perspective. Ah bah aujourd'hui, le jeu, ça va être de dessiner 30 paysages avec la perspective. Donc là, pour le coup, on oublie complètement l'aquarelle, on prend juste le crayon et puis on s'y met. Et à partir de cette intention et de cet enthousiasme, pour moi, c'est une des clés pour déjà durer dans le temps, te renouveler, oui. continuer de progresser et prendre du plaisir. Et ça, c'est exactement ce que je propose. Tu me posais la question, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? C'est ça que je propose. Je propose une approche qui est efficace. Et quand je dis efficace, c'est minimaliste. J'utilise très peu de couleurs. J'utilise très peu de techniques. J'utilise très peu de techniques de dessin. Mais avec juste ces quelques techniques, c'est ce que j'appelle développer son couteau suisse à l'aquarelle. J'ai développé mon couteau suisse. Juste avec ça, je peux te bricoler je ne sais combien d'aquarelles. Donc, j'ai cette approche qui est ultra efficace et minimaliste. Donc, en quelques secondes, tu peux faire un truc qui est waouh, c'est super beau en fait. Et c'est pour ça que une aquarelle qui est trop encombrée, en général, elle détourne le regard de l'intention initiale. J'ai une approche qui est spontanée. Le but, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher l'attente de ah ben, je vais devoir prendre le RER tous les matins, je vais devoir faire le boulot, je vais devoir faire le. C'est de lâcher cette attente-là et de se dire bah, tiens, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Et
est-ce que j'ai vraiment besoin de coller à la photo? Non, pas forcément. Tu peux créer ce que tu veux, l'histoire que tu veux raconter. Et ça, donc c'est ultra spontané. C'est pour ça que mes cours aujourd'hui, je les dispense en direct, en live sur Zoom avec les élèves, parce que c'est là que la magie apparaît le plus. Quand je rate, bah, c'est cool en fait de rater, parce qu'il y a plein de choses belles qui peuvent se produire. Ça peut être aussi une nouvelle expérience de rater. La fusion des Exactement. couleurs auxquelles tu pensais pas, que tu avais jamais connues. Euh, mais est-ce que, en peignant, comme tu dis, avec spontanéité et lâcher prise, il n'y a pas aussi le lâcher prise sur les attentes extérieures des autres? Ouais, c'est ça. Par exemple, moi j'avais peur de rater. Donc depuis 2016, là, quand ma fille est née, j'avais trop peur de rater, de pas avoir des aquarelles au niveau. Et donc ça, c'était des attentes extérieures. C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et j'ai appris à le dompter. J'apprends toujours à le dompter au quotidien. Dès que je me mets à l'aquarelle, j'ai toujours peur de rater. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est c'est top justement parce que si en live, je rate devant les élèves, je vais pouvoir leur dire, bah, vous voyez, là, j'ai raté. Et franchement, c'est bien. Parce que ça m'apprend telle et telle leçon. Parce que eux, ça leur donne aussi une forme de... Bah, en fait, Rémi qui connaît un peu l'aquarelle, même si lui, il rate, mais en fait, c'est pas C'est grave, OK de quoi. rater. Ouais, et que c'est normal de rater. Et banaliser l'échec, je trouve que ça, c'est un des facteurs de progression les plus importants. Se dire, bah, c'est OK de rater. Et après, bah, si on rate tout le temps, c'est aussi important de se remettre en question. Et l'autre compétence que je trouve importante, c'est de développer son esprit critique. C'est OK, j'ai raté 10 fois de suite. Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Et après, toujours dans le jeu. Tiens, qu'est-ce que je peux changer pour que ce soit amusant et en même temps, ça me permette de développer, d'identifier mon problème et de développer la compétence qu'il faut pour résoudre ça. Et le troisième élément que j'apporte, c'est le jeu. Moi, enfin, je veux que ce soit fun. Quand je suis avec les élèves, je fais des blagues. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai fait un jeu de mots avec ma fille aînée, qui est née. Mm. Mais d'ailleurs, ça se ressent, tes aquarelles, elles sont lumineuses, elles sont vivantes. On sent qu'il y a de l'énergie qui circule dans l'aquarelle ta personnalité, tu le mets très très bien dans ton aquarelle. Je t'imagine pas sérieux en train d'être un prof académique. Bon, alors là, je vous conseille de faire. Non, c'est pas toi, Non, ça. ouais. Non, du tout, du tout, du tout. Et Mais au contraire. tu vois, moi, les personnes qui me suivent, j'ai souvent la question, ah oui, mais je sais pas dessiner, donc comment je vais faire pour me mettre à l'aquarelle? Mm. Et je t'ai entendu dire, je suis pas spécialement bon en dessin. Pourtant, tu as des aquarelles sublimes. Donc, quelles sont les réponses qu'on pourrait leur apporter pour leur dire, mais allez-y, parce que c'est un moment de plaisir. Et tu vois, personnellement, moi, je dis, l'aquarelle, ça permet aussi de réfléchir sur soi-même ou sur son travail. Ça peut être un moment de méditation, ça peut être un moment de repos actif où on a envie de couper tous les bruits extérieurs et de se retrouver, comme toi, tu t'es retrouvé pendant le confinement, en ours antisocial pour développer l'aquarelle. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux personnes qui disent ça coûte cher, je ne sais pas dessiner, donc c'est un médium difficile? Tu parles de l'aquarelle ou du dessin? De... Non, alors je voudrais faire de l'aquarelle parce qu'il y a des paysages en vacances qui sont fantastiques, mais j'ai été me renseigner, le matériel coûte cher. En plus, je suis nul en dessin, donc je vais jamais y arriver. Ouais, ok. Moi, j'ai fait un appel en live hier et j'ai dit à la dame, eh ben, écoutez, n'essayez pas parce que là, c'est pas possible. Faites Ouais. autre chose. Mm. Et en fait, on s'est tous trouvé ces excuses-là parce que quelque part, c'est des excuses. Et comment on peut leur dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas des pros du dessin que vous pouvez pas faire des aquarelles magnifiques. Toi, il y a Mm. des aquarelles, tu les fais pratiquement à l'instant. Tu Mm. dessines pas. Les paysages que tu fais, les lacs, les bords de mer, il y a très peu de dessins. Et pourtant, le rendu est là. Ouais. Ouais.
Ouais, c'est super intéressant. Il y a plein de... En fait, il y a plein de réponses qu'on peut donner sur ce genre de commentaires. La première, c'est celle que tu as apportée, qui est une forme d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Ok, peut-être que le dessin et l'aquarelle sont pas si importants que ça pour moi dans ma vie aujourd'hui. Et aujourd'hui. Ça, c'est à nuancer parce que peut-être que dans la vie de certaines personnes, il y a des priorités, il y a peut-être une maladie, il y a peut-être des enfants dont il faut s'occuper, il y a peut-être des petits-enfants qui viennent de naître, il y a plein d'événements de la vie qui font que bah, on peut pas tout faire. Et c'est peut-être sain de se dire, aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Et ça veut pas dire que ça sera jamais le cas. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. De la même manière que moi, pendant quasiment 15 ans, j'ai culpabilisé parce que je trouvais pas mon ikigai. Mais peut-être que c'était juste pas encore le moment. Fallait que je devienne papa, fallait que j'achète ma résidence. Et donc pour ça, il faut aussi avoir un bulletin de salaire à montrer. Fallait que je montre que j'étais en situation stable, etc. En fait, il y a plein de raisons conscientes ou inconscientes qui font que c'est peut-être pas le bon moment. Et je pense qu'il y a une forme d'honnêteté à avoir vis-à-vis de soi-même qui permet justement de se déculpabiliser plutôt que de se flageller en se disant non mais de toute façon je sais pas dessiner, de toute façon je suis nul, etc. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que ne pas savoir dessiner, c'est une approche qui est malheureusement assez binaire. C'est soit je sais dessiner, soit je ne sais pas dessiner. Sans voir que on est sur un continuum. Il y a des nuances, il y a 50 nuances de gris entre ne pas savoir dessiner du tout et savoir dessiner. Si on sait faire un cercle, ça veut dire qu'on ne sait pas dessiner ou ça veut dire qu'on sait dessiner? À partir de quels critères on considère qu'on sait dessiner, à partir desquels on considère qu'on ne sait pas dessiner? Et donc, il y a, au-delà de l'aspect être vraiment honnête vis-à-vis de soi-même, il y a aussi le fait de nuancer plus son avis et en se disant, ok, ça, je me sens de le dessiner. Et si on demande aux personnes, bah, je ne sais pas dessiner, ok, est-ce que tu peux prendre un crayon? Oui. Est-ce que tu peux faire un cercle ou un carré? Oui. Bah, déjà, ça, c'est une première étape de, bah, en fait, si, je ne suis pas complètement incapable. Et petit à petit, on se rend compte que il y a des choses qui sont plus complexes, des assemblages de formes simples, des formes complexes qu'on va assembler aussi entre elles, qui, qui sont plus ou moins accessibles et qui nous parlent plus ou moins. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est nuancer son approche de telle manière à ne pas voir les choses de manière binaire. De toute façon, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi parce que c'est malheureusement très restrictif. On n'a que deux options. Soit je me mets à fond à l'aquarelle, soit je m'y mets pas du tout. Alors qu'en fait, on peut s'y mettre 5 minutes, on peut acheter quelque chose dans le commerce et puis commencer à patouiller un peu avec le pinceau et c'est OK. Et le dernier point, c'est à partir du moment où on a identifié la zone de confort dans laquelle on est avec le dessin. OK, moi j'aime bien faire les cercles, j'aime bien faire les carrés. Et ben pourquoi pas juste Mais, faire des exercices en cohérence avec ce dans quoi on est à l'aise. Pourquoi ne pas faire juste une aquarelle avec une sphère, une aquarelle avec un cube ou un carré et avec une petite ombre? Et rien que ça, c'est super beau. Honnêtement, j'ai déjà fait juste un cercle, c'est super beau. Et la dernière fois, j'ai fait une vidéo YouTube avec une tasse avec du bleu outre-mer et de la terre de sienne brûlée. J'étais bluffé par le résultat. Alors que moi, je me disais, non, mais de toute façon, faire des paysages, si tu veux que ce soit beau, faire des... Non, mais en fait, des natures mortes, c'est mais, juste magnifique à l'aquarelle. Et pourtant, c'est simple. Donc, des fois, lorsqu'on a identifié le niveau technique avec lequel on se sent à l'aise, là, on peut aller explorer à l'aquarelle des choses en cohérence avec notre niveau de dessin. Et petit à petit, ça va nous donner envie. Le fait que ce soit efficace, que ce soit spontané et que ce soit fun, bah, spontanément, ça va donner envie d'aller plus loin. Et petit à petit, on va
aller chercher des sujets un petit peu plus complexes, puis un petit peu plus complexes. Puis à un moment, on va s'attaquer aux bâtiments, qui sont un petit peu plus durs que les arbres. Puis à un moment, on va s'attaquer aux personnages. Et puis ci, et puis ça. Et puis à la fin, on va assembler toutes ces petites pièces ensemble pour faire une micro-société qui est une aquarelle. Et ça, c'est... Et en un rien de temps, on est passé de non, mais de toute façon, c'est pas pour moi, je sais pas faire, à non, mais en fait, ça vient de moi, c'est sorti de moi, ça. Et j'ai réussi à le faire. Et c'est ce sentiment que j'ai vécu 2 ans, après 2 ans de galère à l'aquarelle il y a 10 ans, que j'aimerais faire ressentir aux gens. Et je pense que ça, c'est super beau parce que c'est quelque chose qui vient vraiment de soi. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que peindre avec un médium, que ce soit l'aquarelle ou dessiner, euh, on est aussi plus à l'aise si on écoute ses propres émotions. Moi, je pars du principe que, par exemple, tu es en pleine période de transition, comme tu le disais, tu es en train de te séparer de ta femme. C'est OK à ce moment-là de ne pas avoir envie de mettre de la couleur dans ce que tu crées, mais par contre, continuer à dessiner en noir et blanc ou au crayon, quelque part pour libérer tes émotions et continuer à progresser tout en tenant compte de ce que tu traverses pour pouvoir passer outre. Ouais. Il y a des périodes où tu vas avoir. Moi, je suis plus touche à tout. C'est vrai que j'écoute beaucoup mes émotions. Il y a des jours, je dis non, bon, là, je n'ai pas envie, je dessine. Et après, pendant 15 jours, je vais mettre plein de couleurs. Mm. Est-ce que tu fonctionnes comme cela? Est-ce que pour les débutants, ça peut être aussi une bonne manière pour eux de passer outre le côté je dois savoir dessiner pour passer à l'aquarelle? Et comme ça leur permet de jongler les jours où tu as une journée de pression avec un boulot démentiel. On a tous vécu ce genre de journée. Te dire, bah tiens, je me crée un petit moment, je fais un petit dessin, comme tu le disais, un carré, avec un cercle, tu peux faire une pomme, tu peux faire la fusion des couleurs dans la pomme, et ça te permet, toi, de te créer ton moment de bien-être. Ouais, ouais, Qu'est-ce que ouais, tu en ouais. penses? Je suis 300% en phase. C'est c'est tellement... C'est... Là, ce que tu as décrit, c'est un peu tout ce que j'ai vécu ces dernières années, hein. Dans un cas, tu forces les choses, c'est-à-dire que tu te forces à rentrer dans un moule qui n'est pas le tien. J'étais un matricule et je devais rentrer dans le moule du salarié modèle et ça me correspondait pas. Et aujourd'hui, même dans mon activité professionnelle, j'essaie de m'écouter le plus possible. Et l'exemple parfait, c'est que au début, je faisais des formations en ligne, donc je faisais tout, je filmais tout en anticipé, et ensuite j'en faisais toute une formation et ensuite je la vendais. Et aujourd'hui, j'ai lâché ça parce que à un moment, je me sentais de ne plus faire de formation en ligne. J'avais plus envie d'en faire. Ça me mettait une pression. J'avais une attente sur le résultat qui était monstrueuse. J'avais mes vieux démons qui refaisaient surface. Et la solution que j'ai trouvée, c'était bah, si t'as pas envie de faire de formation en ligne, de la même manière que peut-être que t'as pas envie de dessiner de cette manière-là, sous quelle forme t'aurais envie de continuer à enseigner? Et c'est là que le live est apparu. Et là, je vois tous les bénéfices du live, je vois tous les avantages à le faire. Et c'est ma nouvelle forme d'enseignement, ce qui ne veut pas dire que ça restera tout le temps comme ça. Mais si à un moment donné, on se sent plus d'utiliser de la couleur dans le dessin, peut-être qu'on peut juste qu'on peut juste dessiner en noir et blanc, peut-être qu'on peut le faire au stylo bille, peut-être qu'on peut le faire. Et c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi j'ai pas spécialement envie de le faire? Et là, on identifie la source du blocage et se poser la question de sous quelle forme j'aurais à ce moment-là envie de le faire. J'ai plus envie de faire de formation en ligne. Sous quelle forme j'aurais envie de le faire? Bah, peut-être des lives. Et là, en fait, ça fonctionne. Et ça veut dire, de la même manière que bah, j'ai plus envie de le faire, bon, bah, du coup, une approche binaire. À ce moment-là, j'arrête. J'arrête ou je continue, mais si je continue, je me force. Bah, pas forcément. Parce que si on adopte cette approche plus nuancée des choses, sous quelle Mhm. forme je pourrais le faire différemment, qui me donnerait envie, qui me ferait moins perdre de temps. Et parfois même, c'est souvent là d'ailleurs que les solutions innovantes font surface, hein. Ah bah tiens, là par exemple j'ai des élèves qui disent bah moi j'ai pas spécialement envie de dessiner, bah du coup je prends la photo et je la décalque et moi ça me permet juste de peindre parce que j'ai juste envie de peindre.
Et c'est OK, en fait, C'est il n'y a OK. pas de jugement à avoir vis-à-vis de nos envies, de nos désirs. C'est tout à fait OK. À partir du moment où tu l'assumes et tu dis pas que c'est toi qui l'as dessiné, ça pose un problème à qui que tu es décalqué parce que toi, ton plaisir, c'est de C'est de peindre. peindre. Exactement. Ouais. Donc sous quelle forme? Et parfois il suffit de décalquer le truc. Parfois c'est simplifier et supprimer des éléments. Parfois c'est ramener les choses à des formes simples. Parfois c'est de lancer des petits défis en faisant des dessins en 1 minute. Euh, et en fait c'est là qu'on on a souvent tendance à se dire que la liberté c'est pas de contrainte. Mais lorsque j'ai peint ces aquarelles, ces 52 aquarelles en 2 semaines. Là, pour le coup, il y avait de la contrainte et je me suis jamais senti aussi libre et aussi présent avec ce que j'étais en train de vivre. Donc, c'est souvent, paradoxalement, une contrainte de jeu et de défi qui nous permet de mieux nous connaître encore. Et l'aquarelle, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de se connaître. Mes peurs, mes doutes, ma fierté, mes envies, mes désirs, tout ça, ça se retranscrit à l'aquarelle dès lors qu'on accepte de s'écouter un petit peu plus et d'entendre ce que notre esprit, notre corps et notre âme ont à nous dire. Je valide à 100% et je trouve que ça devrait faire même partie du cursus scolaire pour que parce que c'est une autre façon, c'est une autre approche de réflexion et ça aiderait beaucoup de jeunes, tu vois, à trouver leur voie, alors que ce soit l'aquarelle, que ce soit le piano, mais une activité créatrice qui les aiderait à se connaître un petit peu mieux, beaucoup plus tôt, ce qui éviterait ce que tu disais, les contraintes de 15 ans de vie professionnelle et où je cherchais mon, comment tu l'as appelé, Mon ton, ikigai, c'est quoi un ikigai? c'est le croisement entre ce pourquoi les gens seraient prêts à te payer, ce dans quoi tu es bon et ce que tu aimes profondément. Alors, aux débutants en aquarelle, est-ce que les 3 conseils que tu leur donnerais pour qu'ils ne lâchent jamais leur pinceau et qu'ils aient un maximum de plaisir? Parce qu'on voit pas mal de vidéos sur Internet. Il faut que vous peigniez tous les jours. Euh, Moi, je l'ai vécu aussi étant autodidacte. Il faut dessiner tous les jours. Il faut aller dans tel ordre. D'abord les natures mortes, après les paysages, après les fleurs, et ensuite les portraits. Et après, vous pourrez dessiner tout ce que vous voulez. Est-ce que toi, tu as des conseils de Rémi Lâche, spécial Rémi Lâche, pour les personnes qui veulent débuter l'aquarelle, mais dans le but de continuer? Ouais. Euh, je dirais, dans un premier temps, c'est de regarder tout ce qui se fait. Pour moi, il y a une curiosité à avoir vis-à-vis de tout ce qui se fait, que ce soit sur Internet ou dans la ville des gens, ou en tout cas tout ce qui est à disposition, et de voir les possibilités de l'aquarelle. Ça, pour moi, c'est important, ça permet d'ouvrir un peu les chakras, d'ouvrir l'éventail des possibles, et de se dire, tiens, ça c'est faisable. Et moi, si j'avais pas vu cette vidéo de Direct King Knock, je m'y serais jamais forcément mis. Ça, c'est la première étape, d'être curieux et de voir ce qu'il est possible de faire. La deuxième étape, c'est de voir vers quoi vous voulez vous orienter. Et ça, c'est à la fois en termes de style artistique, mais aussi en termes de personnalité. Parce que j'ai eu des retours d'élèves qui me disaient, bah non, mais le prof était un excellent artiste, mais par contre, niveau personnalité, ça accrochait pas, il était assez jugeant. Et ça, pour moi, c'est une fois qu'on a c'est ce concept de pensée divergente et convergente. Une fois qu'on a ouvert nos chakras et qu'on a vu tout ce qu'il était possible de faire, là, on va converger pour être plus efficace et de se dire, OK, maintenant, je décide de choisir un type d'enseignement par un type de personne et c'est vers ça que je veux aller. Et là, à ce moment-là, on apprend le maximum de choses de cette personne-là ou de cet enseignement-là. Parce que sinon, on risque de se retrouver avec ce que j'appelle un Frankenstein des techniques.
C'est l'artiste numéro un, il recommande d'utiliser un pinceau plat. Ah, mais l'artiste numéro 2 il utilise un pinceau rond. Et puis l'artiste numéro 3 il travaille que sur papier sec. Et puis l'artiste numéro 4 il travaille que sur papier humide. Et puis l'artiste numéro 5 il scotche avec du ruban crêpe. Et l'artiste numéro 6 il fait de la gomme craft. Du, Ah bah, ok, du coup, je sais plus qui je du coup, on suis, fait je sais rien. plus ce que je fais. Et à la fin, tu fais plus rien parce que tu as un trop plein d'informations. L'abondance d'informations nous retire tout esprit critique et ça, pour moi, c'est super important de sélectionner un enseignement, même si c'est pas le plus efficace, même si c'est pas le plus renommé, même si c'est pas celui qui nous parle le plus, parce que dans la personnalité de l'enseignant, dans le style de la personne, ça, ça va résonner et ça va nous donner envie d'en apprendre plus et on démarre avec ces acquis-là. Et là, on va apprendre des techniques, les techniques de la vie, les techniques des mélanges des couleurs, le technique des... Bref, il y a tous les fondamentaux et toutes les bases à apprendre à l'aquarelle. Et une fois qu'on a cette partie technique en nous, là, le but, ça va être d'aller explorer. Et pour le coup, on revient dans une pensée plus divergente, où on peut aller picorer ça et là, chez tel ou tel artiste, deux, trois petites infos. Ah bah tiens, cet univers, il m'intéresse. Ah bah tiens, là, lui, il fait des galaxies à l'aquarelle. Ah ouais, ah, ça pourrait être sympa. Tiens, Rémi, il fait que des paysages. Bah là, cette personne-là fait plein de nature morte. Ah, et comment vous pouvez, à ce moment-là, à partir des enseignements et des fondamentaux que vous êtes appropriés, comment vous pouvez façonner et importer des éléments qui vous parlent d'autres univers pour créer votre propre univers. Mais à partir de quelque chose de solide, et c'est pour ça que cette deuxième étape, elle est cruciale, c'est là où vous construisez vos fondations à partir d'un enseignement qui vous parle, et je dis bien qui vous parle, pas forcément qui a le plus d'étoiles, a la meilleure notation sur Trustpilot, c'est celui qui vous parle, parce que c'est celui-là qui va vous donner envie de passer à l'action. Moi, je vois bien ces trois étapes-là qui permettent vraiment à la fois d'apprendre les fondamentaux, toujours avec le plaisir, et en même temps de s'ouvrir à d'autres perspectives sans renier ce qu'on a pu apprendre par le passé. D'accord. Et à quelle fréquence tu conseillerais? Parce que là, tu prenais l'exemple du pédagogue, du Frankenstein de la technique. Il y en a un qui va dire il faut peindre tous les jours. Vous peignez une demi-heure tous les jours. Il y en a le numéro 2, il va dire c'est 4 heures une fois par semaine. Le numéro 3, il va dire oh là là, mais il faut peindre au moins 3 aquarelles par jour. Et au final, quand tu débutes, tu te dis, bah, comme tu le disais, le trop plein d'informations, on finit par plus rien faire. Donc toi, qu'est-ce que tu conseilles quand on débute à l'aquarelle pour garder le plaisir et continuer à explorer tout en s'éclatant? Ouais. Euh, Après, bon, ça c'est assez personnel, mais moi, quand je suis une formation, par exemple, j'aime bien la suivre à fond. Genre, je regarde le maximum de contenu, je prends le maximum de notes et je fais le maximum d'exercices. Donc, je le fais à fond et quitte à ce que ça empiète un peu sur ma vie perso, à ce que je doive me... Des fois même, je suis tellement enthousiaste que je me lève à 4 heures du matin et je consomme le truc. Donc, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Maintenant, ce que je conseillerais quand même, c'est lorsqu'on est dans les fondamentaux, c'est pas forcément de faire l'exercice numéro 1 le 1er janvier et l'exercice numéro 2 le 31 mars. Ça, pour moi, c'est pas la meilleure manière d'apprendre parce que je sais pas si, enfin, il y a une courbe qui s'appelle la courbe d'Ebbinghaus qui est la courbe de l'apprentissage où en fait, tu as une notion que tu comprends à l'instant T et si tu la réactives, en fait, si une fois que tu l'as comprise, dans les 24 heures, tu perds 50% de l'information. La rétention d'information n'est plus que de 50%. Alors que si, dans la courbe d'Ebbinghaus, l'information est distillée à l'instant T, ensuite, on perd la rétention d'information, mais elle est réactivée au bout de 10 minutes, puis au bout d'une demi-heure, puis au bout d'une heure, puis au bout de 24 heures, puis au bout d'une semaine, puis au bout de 1 mois, 3 mois et 6 mois. En fait, la rétention d'information, elle continue constamment
d'être élevé, ce qui permet de s'approprier les acquis sans forcément se forcer à retenir la chose, on a réactivé, on a jalonné l'apprentissage par des points de réactivation de l'information, ce qui permet de se l'approprier beaucoup plus facilement. Et ça, je pense que de manière très objective, sans forcément parler de mon expérience, parce que l'expérience de chacun est différente, la vie de chacun est différente, les contraintes de chacun sont différentes. Si on prend la courbe d'Ebbinghaus, ça peut être, bah tiens, cet exercice-là, ok, maintenant, sous 5 à 10 minutes, quel autre exercice qui utilise un peu le même concept, j'ai envie de créer. Et au bout d'une heure, ah bah tiens, je vais essayer de me rappeler le truc, mais du coup, est-ce que je peux essayer de le refaire? Au bout d'une journée, tiens, bah, quelle aquarelle je pourrais faire qui utilise le principe que j'ai appris? Et ça, je pense que c'est une super manière d'apprendre, hein. Et donc, il y a pas, toi, tu mets pas de timing précis. Tu Non, préfères parler de points que tu réactives. Tu ouais, utilises d'autres exercices pour te l'approprier. Après, tu crées ton propre exercice pour voir si tu es ouais, capable de le faire. Et après, tu peux passer à autre chose. ouais. Typiquement, tu vois, avec les élèves, je diffuse le sujet le lundi. Les sujets le font dans... Donc déjà, le sujet, voilà, premier point de contact avec le sujet. Donc déjà, on commence à réfléchir au sujet, à l'interpréter, etc. Dans la semaine, ils font l'exercice. Enfin, ils interprètent le sujet. Moi aussi, d'ailleurs. Donc on a un deuxième point de réactivation dans la semaine. Le vendredi, je mets à disposition mon pas à pas. Troisième point de réactivation pour les élèves. Bah, ah oui, tiens, en fait, Rémi, il a fait comme ça. Ok, donc on réfléchit au sujet. Donc déjà, dans une semaine, on a ça. Le ca- Ensuite, je le mets à disposition le vendredi pour que le week-end, il puisse se poser les questions nécessaires. Quatrième point de réactivation, donc ça, c'est durant le week-end. Et parfois, les gens, après mon pas à pas, ils font aussi leur version. Cinquième point de contact, le lundi suivant, on fait un live ensemble où je fais des retours sur les réalisations des élèves et je leur dis, bah, tenez, on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice pour améliorer ces points-là que j'ai identifiés dans vos réalisations. Donc on a, enfin là, sur une semaine, il y a 5 points de contact et ça, je l'ai, cet enseignement-là, je l'ai mis en place par rapport à cette courbe d'Ebbinghaus, justement. Et les résultats des élèves sont juste incroyables, honnêtement, hein. Je suis, je suis bluffé par l'efficacité de cet enseignement-là. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient d'aussi bons résultats. Mais là, c'est pareil. C'est sur le coup, je me suis dit, bah tiens, il faudrait qu'ils aient ça, qu'ils aient ça, qu'ils aient ça, qu'ils aient ça. Mais rétrospectivement, quand j'ai découvert cette courbe d'Ebbinghaus, je fais, bah oui, en fait, c'est la science vient back-upper la forme de l'enseignement. Et c'est pour ça que moi, je peins 3 à 4 fois par semaine. Je trouve ça bien. Maintenant, quand j'étais salarié, je peignais 2 à 3 fois par semaine. Mhm. Et je trouvais ça bien. Et après, entre 2016 et 2020, j'ai peint une fois tous les 6 mois. Et, je culpabilisais, mais pas vraiment pour cette raison-là. Donc, en fait, ça dépend aussi des phases de vie. Il y a des phases de vie dans lesquelles on va dessiner et peindre tous les jours, d'autres dans lesquelles on va le faire tous les mois, hein. C'est OK, hein. Et le principal, c'est de prendre un maximum de plaisir. Ah bah ouais, ouais, sinon, Hein. sinon on tient pas sur la durée, hein. Et est-ce qu'on peut progresser sur la durée si on le fait en se forçant? Ah, si on se fait en forçant, euh, mon expérience, c'est que moi, j'ai jamais réussi à le faire. Mais ça, c'est mon expérience. Et c'est pour ça que moi, c'est surtout le jeu qui m'intéresse, le fun et, et le fait que ça puisse être rapide. C'est pour ça que moi, la peinture à l'huile, la peinture à l'acrylique, je, je trouve que l'aquarelle, c'est très rapide. En quelques secondes, tu peux faire des choses qui sont magnifiques. Et j'aime bien avoir des résultats immédiats et de voir tout de suite le fruit du travail que j'ai pu faire. C'est, pour moi, c'est le meilleur médium pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Mm. Est-ce que pour un débutant, parce qu'on a chacun des médiums qui nous parlent plus que d'autres, comment on peut savoir si l'aquarelle peut nous correspondre? Toi, tu me dis,
J'aime quand le résultat est rapide et pour ça, l'aquarelle correspond à cette spontanéité, cette rapidité. Pour quelqu'un qui est méticuleux, qui aime aller dans le détail, qui a besoin de prendre son temps, quelqu'un qui dessine ou qui peint lentement, ce qui est complètement OK, hein. Est-ce que l'aquarelle peut lui correspondre? Pas du tout. Est-ce Ouais, qu'il y a ouais. des traits de personnalité, en fait, où Mm. ça ne correspondra pas? Ben, en fait, l'aquarelle, elle peut être peinte de tellement de façons différentes. Moi, par exemple, j'utilise un minimum de lavis. Donc, un lavis, c'est une couche de peinture à l'aquarelle qu'il est nécessaire ensuite de sécher pour pouvoir remettre une couche. Et j'utilise en général 2 à 3 lavis par peinture, rarement plus. Mais je sais qu'il y a des artistes qui utilisent 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 lavis pour faire une peinture. Et là, on parle souvent de glacis d'ailleurs à ce moment-là. Et je pense que c'est là où on en vient au style. Parce que si on se dit non, mais de toute façon, c'est pas pour moi, c'est pareil, de manière très binaire. On peut se dire, bah, soit c'est pour moi, soit c'est pas pour moi. Mais mon enseignement de l'aquarelle, la façon dont je peins à l'aquarelle ne correspond peut-être pas aux gens. Et ça veut pas dire que l'aquarelle ne correspond pas aux gens. Et en fonction de la personnalité des gens, il y a peut-être des gens qui sont extrêmement méticuleux, qui adorent l'hyperréalisme, et tu peux faire des choses magnifiques à l'aquarelle, en hyperréalisme. En plus, c'est un super défi parce qu'à l'aquarelle, c'est plus difficile de revenir en arrière. Donc ça peut être un super défi au contraire, de se dire, bah tiens, ça je le fais à l'aquarelle. Si quelqu'un qui aime le challenge, qui aime l'hyperréalisme, qui est méticuleux, qui choisit ses couleurs et qui prend du temps à choisir ses couleurs, la superposition de la vie, c'est parfait pour cette personne-là. Donc Et est-ce pour que, moi, ça et dépend c'est vraiment des gens. Et est-ce que c'est pas aussi un moyen, comme tu disais, d'être dans sa zone de confort et de se lancer des défis? Je pense à la personne qui est super méticuleuse, bah, à ce moment-là, tenter l'aquarelle, alors qu'il faut aller plus vite et ça peut lui permettre aussi de découvrir des talents sur sa personnalité, sur sa créativité, sur plein de choses. Complètement, ouais. Non, c'est fascinant de voir à quel point l'art qu'on crée est à notre image. Merci. Et alors, tes prochains projets, là, pour la fin d'année et début 2025? Ben ouais, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que là, ça fait quelques mois que je fais beaucoup de coaching, du coaching sur l'aquarelle, mais aussi du coaching sur la partie plus l'expérience intérieure. Bah moi, j'aimerais pouvoir réaliser ce projet créatif qui me tient à cœur et j'y arrive pas. Je comprends pas pourquoi. Et en général, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec les techniques de l'aquarelle. Ça a plus à voir avec le modèle du monde, notre vision de la vie, notre philosophie. Et parfois, il y a deux, trois petites choses à identifier qui sont les réels éléments qui bloquent le passage à l'action. Et ça, moi, j'adore observer ça chez les gens, j'adore comprendre ça, et j'adore le soumettre et le retransmettre aux gens pour qu'ils voient leurs angles morts. Et, euh, et je me rends compte que, là, par exemple, ce week-end, j'ai fait un coaching avec une personne et elle m'a dit, mais tu as une capacité à aller à l'essentiel qui est, elle a dit, j'avais l'impression de voir comme un, un félin qui est à l'affût, qui voit tout de suite l'élément bloquant et qui, paf, tu vas à l'essentiel, en 2 secondes, tu as identifié le blocage que j'avais. Et, et c'est intéressant de voir que à l'aquarelle, je fais la même chose. Les gens me disent, mais comment tu peins et tout? Et je fais, bah, pour moi, j'identifie tout de suite ce qui est important dans la photo, dans le paysage. Et ensuite, je l'exploite au maximum jusqu'à obtenir un effet waouh. Et c'est exactement ce que je fais avec les gens. Donc je pense que l'étape suivante, ça va être au-delà de l'aquarelle, d'étendre ça à du coaching plus global. Euh, J'aime bien accompagner les gens sur la partie artistique, technique, mais je me rends compte que, en fait, il y a 3 grands piliers pour développer l'art de quelqu'un et pour développer sa créativité. Il y a la technique, il y a aussi la technique, c'est comment faire les choses. Il y a la créativité, c'est quoi faire, qu'est-ce que je retiens d'important, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et le dernier point, c'est pourquoi le faire. Et là, on va attaquer le système de croyance des gens, on va attaquer leur vision du monde, on va attaquer leur carte mentale. Et ça, pour moi, c'est fascinant. Et quand je vois
comment je fonctionne à l'aquarelle, comment je peins et comment l'enseigne, je fais la même chose sur le troisième pilier, qui est plus mindset, qui est plus sur les croyances. Je fais la même chose, j'identifie ce qui est vraiment essentiel et je le montre à la personne. Et c'est ça l'étape pour moi, l'étape suivante, c'est d'avoir une approche globale, complète de l'art de quelqu'un pour pouvoir adresser soit la partie technique, soit la partie créative, soit la partie mindset. Là, je valide complètement. Moi, je pense que on est tous capables de dessiner ou de peindre et que c'est juste des blocages, soit qu'on nous a apporté vu de l'extérieur, soit qu'on s'est créé tout seul parce qu'on se connaissait pas bien. Donc, si les personnes qui pour la vidéo veulent en savoir plus sur tes coachings et sur tes formations, je mets ton lien dans la description de la vidéo. Comment ça se passe? C'est un appel? C'est toi qui l'as choisi ou... En fait, aujourd'hui, je propose plus. J'ai un accompagnement qui est vraiment premium et que je propose plus comme ça. En général, le meilleur moyen, c'est de s'inscrire à ma newsletter. Alors, dans un premier temps, d'aller voir ma chaîne YouTube, parce que là, pour le coup, il y a une formation sur les fondamentaux de l'aquarelle qui est... Les retours, vous avez juste à lire les commentaires YouTube en dessous de la vidéo, vous allez voir que les retours sont vraiment bons. Donc là, il dure 2 h 30, mais vous avez vraiment l'essentiel de 10 ans de pratique à l'aquarelle. Donc ça, pour moi, c'est top. Donc la chaîne YouTube. Et après, pour pouvoir accéder à mes formations et à mes accompagnements, c'est ce que je propose dans ma newsletter. Et donc là, vous allez sur mon site et puis vous pouvez inscrire votre email. Et là, vous recevrez les mails que j'envoie régulièrement. Super. Et en tout cas, passons un très très bon moment avec toi. Merci, c'est gentil, Aude. Et est-ce que tu as des expositions en vue ou pour Non, non, l'instant pas là. du tout? Non, non, par rapport à cette dernière étape où, tu vois, c'est encore cette histoire d'intention. Mon intention, c'est de pouvoir élargir la partie accompagnement à l'état d'esprit, à la partie psychologique, et pas uniquement à la partie technique et créative. Et donc, dans cette perspective-là, pour moi, ça a moins de sens de faire des expositions, et ça a plus de sens de pousser les accompagnements plus en profondeur, ceux que je propose en tout cas. Eh bien, écoute, je te souhaite plein de beaux accompagnements. Et en parlant d'exposition, j'expose déjà dans un restaurant. Et peut-être que j'exposerai dans d'autres restaurants. Et Ça, alors là, tu exposes dans quel restaurant ils il y en a puissent un à voir tes Pontoise dernières créations? il y en a un à Pontoise qui s'appelle l'Éclat de la Roche. Et Oui. la propriétaire, elle est adorable. Et ça, ce qui est bien, c'est que quand j'y vais pour manger, du coup, c'est sympa. Et même, je me vois bien déjeuner avec des élèves là-bas. Enfin, en fait, pour moi, c'est un contexte qui est à la fois chaleureux, convivial, propice à la créativité et en plus où on mange bien. Donc, c'est tous mes centres d'intérêt, quoi. Donc en fait, s'ils veulent te rencontrer, ils vont à l'éclat de la Roche. Et comme Ouais. ça, ils voient tes œuvres, ils te rencontrent, ils passent un bon moment avec toi. Bah, Et si c'est j'y suis, super. j'y suis pas tous les jours, mais si j'y suis. Mais en tout cas, non, le meilleur moyen, c'est quand même de me suivre à travers ma newsletter par email. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci d'inspirer tant de personnes par tes aquarelles et par ta personnalité, parce que t'es juste magique. Moi, Ah, c'est je t'ai gentil. découvert, ça faisait quelque temps que je te suivais, parce que justement, je me disais, waouh, la lumière qui rentre dans les paysages, waouh. Et puis, j'ai eu la chance de te rencontrer au Carrousel du Louvre. Et puis voilà, et tu as une personnalité adorable et géniale, donc merci beaucoup. Merci, c'est gentil, ça fait vraiment plaisir. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut.